Les marins qui s'y aventurent ont de l'expérience et du courage. Tous craignent son humeur capricieuse. Nous ne sommes pas dans l'océan Atlantique, mais en Méditerranée, dans le tumultueux détroit de Messine. Sous l'eau, la mer aussi est en furie. C'est ici qu'Homère raconte, dans son œuvre l'Odyssée, le combat titanesque qui oppose Ulysse aux deux monstres, Charibe et Scylla. Malgré la pollution et l'urbanisation de ses côtes, le détroit abrite une biodiversité exceptionnelle. Comment expliquer une telle richesse dans un environnement si hostile ? Les eaux de Messine cachent de nombreux secrets. Roberto Rinaldi est photographe et caméraman professionnel. Ce passionné du monde sous-marin plonge dans toutes les mers du monde depuis 40 ans. Le détroit de Messine exerce une fascination particulière sur lui. Au fil des saisons, été comme hiver, Roberto explore régulièrement ces eaux profondes, en dépit de l'intense trafic maritime et du danger de ces courants. Ce passage est une zone d'échange entre le nord et le sud de la Méditerranée, une porte d'entrée vers de nombreux grands ports européens et une porte de sortie vers l'océan Atlantique. Il sépare la péninsule italienne de la Sicile et relie deux mers, la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne. Leurs eaux se rencontrent dans le goulet qui sépare les deux rives distantes d'à peine 3 km, avec Messine, du côté de la Sicile, et Scylla, du côté de la Calabre. Depuis l'Antiquité, les navigateurs redoutent les courants qui traversent le détroit. Ils ont causé de nombreux naufrages, comme en témoignent les plages de Messine. Les carcasses de navires jonchent ces rivages comme des baleines échouées. Ces épaves qu'inspecte Roberto ont toute une histoire singulière à raconter. Elles témoignent de la fureur des courants et des hommes qui ont osé les défier. De ces drames oubliés, ne restent que des squelettes, ensablés dans les fonds marins.
Une ruine, cependant, évoque un événement particulier, celle du Val Fiorita. Elle rappelle un récit de guerre tragique, car le détroit a toujours été convoité. Ce bateau italien était utilisé pour le transport de matériel pendant la Seconde Guerre mondiale. Il naviguait vers l'Afrique du Nord quand il a été torpillé en 1943, au large de Messine. Dans ses soutes, la cargaison est restée intacte, figée dans les sédiments charriés par les courants au fil du temps. Depuis 80 ans, ce fantôme d'acier, brisé en plusieurs morceaux, repose entre 40 et 70 mètres de profondeur. Aujourd'hui, le Val Fiorita est devenu un récif artificiel, un conservatoire de la biodiversité. Il regorge de creux, de cavités, autant de cachettes où la gardienne des lieux, une murène serpentiforme, s'embusque et guette ses proies. Pourquoi certaines espèces prolifèrent-elles ici? Leur répartition et leur nombre ne sont-ils pas affectés par le réchauffement climatique, comme ailleurs en Méditerranée? C'est l'énigme, le paradoxe que Roberto Rinaldi veut résoudre. Comment fonctionne le détroit? Pour cela, il a convoqué un spécialiste en écologie marine. Lorenzo Bramanti travaille au CNRS de Banyuls-sur-Mer. Il retrouve Roberto Rinaldi assis là, du côté continental. Mais il faudra attendre encore quelques jours avant de plonger. Le courant est fort aujourd'hui. Alors c'est ici la partie la moins profonde? Oui, car on est à l'entrée. Et c'est ça qu'on appelle l'entonnoir? Oui, parce qu'au centre du détroit, il n'y a que 70 mètres de fond. 4 km plus loin, au sud, la profondeur atteint 1500 mètres. Ça signifie vraiment que l'eau de la mer Tyrrhénienne descend vers le fond, tandis que l'eau de la mer Ionienne remonte. C'est pour ça qu'on l'appelle stretto, ce qui signifie étroit. C'est vraiment le cas ici. Elle est belle cette houle. Deux jours plus tard, les conditions sont parfaites pour découvrir les eaux du Stretto. Plonger ici est dangereux, à cause des bateaux, à cause des courants qui changent de sens toutes les 6 heures à la faveur des marées. Chaque expédition demande une préparation minutieuse. Grâce à leurs scooters sous-marins, les plongeurs vont descendre rapidement à environ 70 mètres de profondeur. Au fur et à mesure de leur progression, un paysage complètement différent apparaît.
Lorenzo a rejoint l'orée d'une forêt d'algues laminaires. Ces végétaux aquatiques sont rares en Méditerranée. À Messine, ils atteignent des tailles gigantesques. Les stipes, l'équivalent de la tige des plantes terrestres, sont robustes. Et les frondes, leurs feuilles, font presque 2 mètres de long. Cette forêt sous-marine est habitée par une multitude d'animaux. Des oursins, des étoiles de mer et des gorgonocéphales, aussi surnommés têtes de méduse en raison de leur forme si particulière. C'est un garde-manger, un refuge pour toutes les espèces qui l'habitent et qui pourraient disparaître un jour en Méditerranée. On y croise aussi des créatures étranges sorties d'un autre temps. Ce triton est un mollusque gastéropode, un carnassier, qui peut atteindre des tailles impressionnantes. Cette forêt de laminaires est un écosystème unique. Sa présence ici surprend les plongeurs. Les frondes commencent à s'agiter. Les courants les ont réveillés. Sans son puissant scooter sous-marin, Lorenzo serait incapable de rejoindre la plage. Alors, magnifique. Le courant était vraiment fort. Très très fort. C'est la première fois que je plonge avec un courant aussi fort. On aurait dit un fleuve. oui, je pense qu'il y avait 5 nœuds, 10 km/h. Ce courant, c'est le moteur de tout cet écosystème. Il apporte l'eau froide riche en nutriments. C'est lui qui déplace le feuillage des laminaires. C'est fantastique. C'est vraiment une forêt sous la mer. Cette forêt vit au rythme des courants comme une forêt terrestre vit au rythme du vent. C'est quelque chose qu'on trouve normalement dans l'océan Atlantique. Le voir ici, c'est unique. Sans les courants,
cette forêt sous-marine ne pourrait pas exister. Elle profite des eaux froides qui remontent des profondeurs. À partir d'éléments nutritifs et de gaz carbonique, chaque algue produit de la matière organique en utilisant l'énergie du rayonnement solaire. Les algues laminaires n'ont pas de racines, mais des crampons, solidement ancrés pour résister au courant. Une forêt sur la Terre doit composer avec l'ombre, le froid, le soleil, avec l'humidité aussi. Les conditions climatiques sont particulières pour chaque milieu. En fait, c'est la même chose qui se produit sous l'eau. On a des organismes qui sont plantés solidement dans le sol, ce qui leur permet de vivre et de se développer. En plus, ces forêts d'algues laminaires, avec toutes leurs frondes horizontales qui flottent dans le courant, font aussi de l'ombre et ça a une incidence sur le milieu et les espèces qui y vivent. C'est pour ça qu'on peut les comparer à une forêt terrestre. La structure géologique du détroit de Messine sépare deux univers différents. D'un côté, les eaux profondes et froides de la mer Ionienne, de l'autre, celles de la Tyrrhénienne, qui restent en surface et sont plus chaudes. À la faveur des marées, de la lune et du vent, elles se heurtent violemment au milieu du détroit et se mélangent dans un chaos infernal, mais un chaos source de vie. Une nouvelle plongée d'exploration se prépare au départ de Silla. Lorenzo et Roberto vont explorer un récif rocheux, la Secca dei Francesi, le banc des Français. Ce haut fond a été découvert par le commandant Cousteau dans les années 1970. À l'époque, son bateau, la Calypso, naviguait dans les eaux du détroit pour étudier la possibilité de construire un pont entre la péninsule italienne et la Sicile. Un projet qui a été abandonné. Roberto et Lorenzo disposent d'à peine 2 heures avant que les courants ne se réveillent. Ici, au large de Silla, ils sont particulièrement violents. Suivant la ligne de vie qui les guide vers le fond, les deux plongeurs rejoignent un plateau situé à une 50aine de mètres de profondeur. Ensuite, il faut s'engouffrer dans un passage qui va permettre de descendre encore plus bas, à presque 100 mètres. Au bout de cette gigantesque arche rocheuse, un trésor attend les plongeurs. Les fonds de la Secca dei Francesi sont recouverts de corail noir. On l'appelle ainsi parce que son squelette est noir, mais sa partie vivante est immaculée.
Une fois à l'air, il se dessèche et tout son corps prend une couleur foncée. Sous l'eau, le corail étincelle dans la lumière des projecteurs. Ces colonies animales, cousines des gorgones, font partie de l'ordre des antipatères. Dans le détroit de Messine, le corail noir forme de grandes colonies arborescentes qui atteignent parfois plus d'1 mètre de hauteur. Le corail noir est formé de milliers d'individus jumeaux, des polypes. Ils n'ont pas besoin de la photosynthèse pour se développer et peuvent donc vivre sans lumière à de grandes profondeurs. Chaque polype se nourrit de micro-organismes transportés par les courants. Il les capture grâce à de minuscules tentacules. Ce qu'il préfère pour sa croissance, c'est l'eau froide, pas plus de 14 degrés. Âgée parfois de 1000 ans, cette espèce de corail est propre à la Méditerranée. Intégralement protégée, elle est pourtant braconnée car elle est appréciée en bijouterie. C'est le célèbre naturaliste romain Pline l'Ancien qui a nommé le corail noir Antipatidae, car il l'utilisait comme antidote contre les piqûres de scorpions. Comme la forêt de laminaire, cette découverte est un enchantement pour Lorenzo. Roberto, j'ai vu les coraux noirs. Les colonies me paraissent petites. Les colonies, oui. Il y en a moins qu'avant. Et c'est vrai qu'elles n'atteignent pas une taille extraordinaire. Le courant pourrait les arracher si elles grandissent trop. Oui, même sur Terre, il arrive que la végétation soit plutôt basse dans les zones exposées au vent. Les changements font partie de la nature, car la nature est toujours dynamique. Mais le changement climatique peut aussi causer des dommages manifestes. C'est ça qui est difficile à distinguer. Les changements dus au cycle naturel et ceux qui sont liés à des événements exceptionnels, comme le dérèglement climatique. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur le corail noir? Et dans quelle mesure affecte-t-il la biodiversité du détroit de Messine? Depuis toujours, ces eaux ont permis aux hommes de vivre de la pêche. Il y avait des mulets, des anchois, des pieuvres, du calmar à profusion, mais aussi des thons et des espadons. Jusqu'aux années 1960, on trouvait plus d'une centaine de poissons différents sur les étals des marchés. Aujourd'hui pourtant, quelque chose a changé. On ne sait plus quoi pêcher. Mais d'après moi, ce n'est pas une question de pollution. La mer est la même depuis des décennies. On ne voit aucune pollution, mais les poissons continuent de manquer.
il y en a de moins en moins. À tel point qu'on se demande si nos enfants pourront encore être pêcheurs et vivre de la mer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose dans les eaux. Non, il n'y a plus rien à pêcher. Est-ce lié à la surpêche ou au réchauffement des eaux? Une scientifique détient peut-être des éléments de réponse pour les pêcheurs de Silla. Eleonora de Sabata travaille depuis plusieurs années sur un ambitieux projet de recherche dans le détroit de Messine. Les mesures de température dont on disposait jusqu'à présent étaient prises seulement en surface. Elles provenaient de satellites. Donc, on a placé 15 capteurs de température à plusieurs endroits dans le cadre d'un projet qui s'appelle MedFever. Grâce à ces sondes, on va pouvoir comprendre le mouvement des courants dans le détroit. C'est ça qui m'intéresse, une étude à grande échelle, avec des mesures de température tous les quarts d'heure. C'est la première fois qu'une telle étude est réalisée. Elle va nous donner des informations très précises. Au large de Silla, une espèce souffre particulièrement, les gorgones rouges. Elles font partie du même groupe que le corail noir. Comme les herbiers de Posidonie, les gorgones sont aujourd'hui menacées dans toute la Méditerranée par le réchauffement climatique. Ces images ont été filmées entre 2005 et 2008. Vous voyez, on a de belles gorgones et un environnement plutôt sain. C'est un milieu biologiquement parfait et préservé. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que les gorgones souffrent sur certains flancs du récif qu'on appelle la montagne. On voit un vrai dépérissement. Aujourd'hui, les récifs que filme Roberto n'offrent effectivement plus le même spectacle. De la surface jusqu'à une quarantaine de mètres de profondeur, les gorgones meurent. Normalement, elles forment de larges colonies et resplendissent de couleurs luxuriantes, comme dans les eaux tropicales. Du rouge, du jaune, du vert et parfois même du violet. Les vagues de chaleur et les canicules sont de plus en plus fréquentes en Méditerranée. Ça affecte les gorgones. Elles sont en train de mourir. Ce qui me plairait, si ça ne vous dérange pas, c'est de retourner à l'endroit où ont été prises ces images, pour me faire une idée précise de la situation. Retour sur la plage de Silla. Alors, on va en profiter pour aller chercher ces thermomètres qui sont noirs. Ce n'est pas toujours facile de les trouver, c'est un peu comme une chasse au trésor. J'ai eu une idée très précise de l'endroit où ils sont et j'ai aussi dessiné une carte. Tu vois, ça c'est le récif qu'on appelle la montagne. On descend et après on se dirige à droite, là où il y a un rocher avec de nombreuses gorgones. Et là, il devrait y avoir un capteur et plusieurs autres. Ils seront recouverts de sédiments car ils sont là depuis plusieurs mois. L'idée, c'est de chercher un objet comme celui-là. Ok, j'ai compris. Et moi, je vais en profiter pour examiner l'état de santé des gorgones. Parfait. Équipés comme des cosmonautes, les trois plongeurs sont prêts à affronter une nouvelle fois le détroit. La table des marées annonce une mer calme pendant au moins 3 heures.
À une vingtaine de mètres de profondeur, les plongeurs croisent une icône de la mer Méditerranée, Ceranthius, un genre d'anémone. C'est un animal du même groupe que les coraux et les gorgones. Un peu plus loin, des gorgones mortes, celles que Roberto a filmées. Elles ont souffert des canicules à répétition qui frappent régulièrement la région. À leur manière, ces gorgones ont vécu un incendie sous-marin. Soudain, les plongeurs croisent un Saint-Pierre. Ce poisson est reconnaissable à sa moue patibulaire et son impressionnante crête d'épines dorsales. Il maraude toujours en solitaire à la recherche de ses proies. La légende raconte que Saint-Pierre, sur ordre du Christ, attrapa un jour un de ces poissons pour lui retirer de la bouche une pièce d'or, laissant à jamais l'empreinte de son pouce sur les flancs de l'animal. Celui-ci semble guider les plongeurs vers un trésor. À une cinquantaine de mètres, surprise, des gorgones en pleine santé déploient leurs ramures à l'aspect de velours. Elles recouvrent les rochers formant de larges éventails, au milieu desquels les anthias dansent sur la partition orchestrée par les courants. À cette profondeur, les gorgones sont en parfaite santé. Les plongeurs cherchent maintenant les capteurs de température dans le dédale de la colonie de gorgones. « 30 minutes plus tard, tous les instruments ont été récupérés, prêts à révéler leurs données. Il est temps pour Eleonora, Lorenzo et Roberto de remonter avant que les courants ne se réveillent. Mais déjà ils sont là, faisant ployer les gorgones. Elles disséminent leurs larves qui iront coloniser d'autres rochers du détroit. Elles couvrent seulement 1% de la surface océanique de la planète, et pourtant les colonies de gorgones abritent presque 1/10 de toutes les espèces marines connues. Ok, on a maintenant toutes les mesures des capteurs qui étaient à 50 mètres de profondeur. Les informations recueillies sont visibles sur un graphique. Les pics et les creux indiquent les variations de température que subissent les eaux de Scylla sur une année.
C'est clairement le signal de la marée. Exactement. Ça montre la corrélation des courants et des marées. C'est la représentation graphique des courants entrants et des courants sortants. Le courant venant de la mer Tyrrhénienne apporte de l'eau chaude. Mais venant de la mer Ionienne, c'est de l'eau froide qui remonte des profondeurs et qu'on retrouve ici. Je ne m'attendais pas à une telle amplitude. C'est pas sans conséquence. Ça signifie que toutes les espèces du détroit sont soumises à des variations permanentes de température, comme s'il y avait des vagues de chaleur successives. Là aussi, Lorenzo, on retrouve la particularité du détroit de Messine liée à sa morphologie. C'est vraiment là qu'on peut se rendre compte que le détroit est une zone de contact entre deux mondes différents. Une zone qui au milieu fait 3 km de long pour seulement 70 mètres de profondeur. Tous les animaux et les végétaux qui vivent au-dessus de 40 mètres de profondeur souffrent du réchauffement des eaux qui sévit dans la mer Méditerranée depuis une dizaine d'années. Bon nombre d'entre eux déclinent. L'alchimie propre au détroit de Messine semble protéger encore les espèces qui vivent plus profondément. Mais pour combien de temps encore ? Tous les chercheurs avec qui je travaille me le disent. Ce qu'on fait est un cadeau à la science. Grâce aux capteurs, ils peuvent constater que la mer se réchauffe et jusqu'à quel point elle se réchauffe. Ainsi, on détermine l'impact sur la biodiversité du détroit. Imaginez, certains jours du mois d'août, on a constaté des variations inhabituelles de 10 degrés en fonction des marées et de l'alternance des courants. Avec ces données, on peut vraiment comprendre le stress des animaux. Ils sont frappés toutes les 6 heures par une douche écossaise, du chaud et du froid. Quand on évoque le réchauffement climatique, on pense toujours aux ours polaires et à ces choses qui se passent loin de chez nous. Mais ça arrive ici aussi, notre mer se décolore. C'est ce que nous, les plongeurs, on constate tous les jours. Ça fait 35 ans que je plonge ici et j'ai vu la mer changer. Il y a des espèces qui blanchissent, qui changent de couleur et après elles disparaissent. Avec toutes ces recherches, on espère, on souhaite comprendre et peut-être résoudre les effets du réchauffement climatique. Quelques semaines plus tard, à Messine, sur la plage de Torre Faro. Il est 6 heures du matin. Le détroit a encore un secret à révéler. Il se produit ici un phénomène exceptionnel, le spacciamento, le grand échouage. Cet événement intéresse particulièrement 2 biologistes marins, Teresa Romeo et Pietro Battaglia. Lors de grandes marées, les eaux froides du fond du détroit remontent à la surface. Les poissons des abysses sont ensuite ramenés sur la plage par les courants. On peut faire une belle récolte sur la plage. Plein de zoologistes et de taxinomistes travaillent ici depuis un siècle. Ils collectent des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. En fait, il suffit de bien connaître les eaux du détroit et les dates des grandes marées pour les collecter. Réputés pour leur apparence monstrueuse, la plupart de ces poissons mesurent à peine quelques centimètres. Les chercheurs disposent de peu d'informations sur leur vie. C'est vraiment fantastique. Aujourd'hui, on a ramassé presque 600 grammes de poissons. Et il n'y a pas que des poissons. Oui, aussi des crustacés. Ceux-là sont magnifiques. Ça, c'est un animal extraordinaire.
On l'a découvert ce matin. C'est une espèce d'invertébré qui a inspiré le film Alien, avec sa forme vraiment particulière. Et effectivement, il ressemble à une sorte d'alien. Chaque jour offre une nouvelle découverte. Et de découverte en découverte, on collecte des informations. C'est très motivant. Au centre de recherche Anton d'Or de Messine, Teresa et son équipe étudient les liens particuliers qui unissent les créatures des profondeurs au courant du détroit. Ce poisson vipère est bioluminescent, tout comme ce poisson hachette. Tu peux cadrer sur les organes lumineux? Regarde, 2 rangées de photophores. Magnifique. Regarde comme c'est lumineux. À la manière de feux de signalisation ou de lampes de poche, ces organes lumineux sont parfois dotés de filtres ou de lentilles colorées. Ils permettent aux poissons de communiquer, d'effrayer un prédateur ou de surprendre une proie. Le cadrage est bon. C'est vraiment magnifique. Regarde comme il est bien conservé. Tu peux voir vraiment son œil et tout le pourtour, c'est spectaculaire. Sous le microscope électronique, d'autres espèces se révèlent. Des larves de poissons qui composent le zooplancton. Toutes ces espèces jouent un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire. Elles servent de nourriture à de nombreux autres prédateurs de toute cette chaîne trophique, des plus petits aux plus grands comme le thon et l'espadon. C'est ça le secret du détroit de Messine. C'est une zone de convergence où il y a de nombreux échanges. Ce détroit est vraiment une zone très importante pour comprendre ce qui se passe au niveau mondial, car les espèces que l'on trouve ici, on peut les croiser aussi dans d'autres mers, dans d'autres océans, et surtout dans les mers où il y a des eaux froides et des courants puissants. Depuis des centaines d'années, des grands prédateurs tels que les espadons et les thons passent par le détroit. Au cours de leur migration, ils rejoignent le sud de la Méditerranée au printemps et repartent vers le nord à la fin de l'été. À la faveur des courants, ces poissons pélagiques trouvent ici toute la nourriture dont ils ont besoin pour leur long voyage. Sur la plage de Silla, Roberto et Lorenzo attendent la nuit. C'est beau, hein? C'est superbe, magnifique. Le soleil, la mer, le Stromboli, toute une étendue de mer. Ils vont partir à la découverte des espèces abyssales. S'aventurer dans les eaux de Messine en pleine obscurité est encore plus dangereux. Il n'y a plus de repères, plus de soleil qui brille à la surface de l'eau pour se diriger. Le champ de vision est réduit
et le risque de se perdre ou d'être emporté par les courants est élevé. À la faveur de la lampe de Lorenzo, les eaux s'animent peu à peu. De minuscules points brillent sous l'eau, comme les lucioles que l'on peut observer dans les champs, la nuit en été. Ici, un phronime, l'animal que Teresa et Pietro ont trouvé sur la plage. Celui qui ressemble à un alien. Ces premiers maillons de la chaîne alimentaire sont indispensables aux écosystèmes marins. Une méduse remonte vers la surface. Puis, d'autres créatures aux formes extravagantes se dévoilent. Ces animaux étranges, herbivores ou carnivores, contribuent à l'équilibre de la vie dans les eaux du détroit. Au lever du jour, les courants auront emporté ces visiteurs des abysses. Lorenzo et Roberto poursuivent leur plongée. Au bout de 20 minutes, ils atteignent le fond du détroit, exactement à la jonction entre les deux mers. Et puis, ils l'aperçoivent, le Léviathan des profondeurs. Le requin griset est un animal rare à observer. Cette rencontre est unique, car ce squale évolue habituellement dans les profondeurs, entre 200 et 1000 mètres.
Ici, à Messine, il remonte des ténèbres pour se nourrir à la faveur des courants ascendants. Ces courants nous rappellent la puissance de la nature et son extraordinaire capacité de résilience, à condition qu'on la laisse tranquille. Depuis des milliers d'années, les courants sont les gardiens du détroit.